quoi? Taisez-vous. Non mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. L'affaire Betaram, depuis le début, c'est un grand n'importe quoi, où rien ne va, et c'est, je crois, de pire en pire. Mais alors là, tout remonte à la surface, à une rapidité complètement dingue. Complètement dingue, c'est-à-dire qu'ils empilent les contrefeux, hein, ce livre à la con, Le silence de Betaram, dans lequel on pouvait trouver le témoignage de la fille de François Bayrou, ça a été réglé en 4 jours. Hein. Campagne médiatique express, damage control a dégagé voie 12. Bayrou va passer devant la commission d'enquête d'ici un peu moins d'une dizaine de jours au moment où je vous parle. Je crois que c'est le 17 mai, mais à confirmer. Tout roule, mais vraiment, tout roule en détente absolue, alors que le Canard enchaîné a fait une révélation de dingue, et je vais vous lire leur article, c'est ça, hein, cet article-là. Betaram, le lanceur d'alerte accusé de trop coller à Bayrou. Je vais tout vous lire, parce que vraiment, on est à un niveau mais hallucinant de manipulation des esprits, mais avec une facilité déconcertante. Donc l'article résume tout, je vais vraiment tout vous lire, on va prendre le temps de décortiquer. Alors, comme on va lire le travail du Canard enchaîné, on va en faire la pub, hein. Allez acheter le Canard enchaîné, évidemment, il faut faire la pub, ils font un boulot super par moment, c'est un peu partisan, mais c'est bien, une presse partisane, c'est très bien, c'est ce qu'on aime. Donc, acheter le Canard enchaîné, c'est très important. Je vous lis l'article, parce que là, on a tout ce qu'on aime. Vraiment manipulation de l'opinion, instrumentalisation des victimes, instrumentalisation par les victimes elles-mêmes, l'histoire de la fille de Bayrou qui tient déjà pas, si j'ose dire. Je vous lis le bordel. Chez les anciens de Betaram, la sauce béarnaise commence à tourner. Alain Esquer, le très médiatique lanceur d'alerte victime de violences physiques quand il y était élève, dont le travail accompli 18 mois durant a permis de rassembler 200 plaintes, réclame à présent un retour sur investissement. Le 30 avril, il a présenté à François Bayrou, Premier ministre et maire de Pau, un projet d'Office national de prévention et de contrôle des établissements scolaires, détaillé dans un document de 2 pages tombé dans le bec du canard. Le hic, c'est qu'il a agi sans prévenir les anciens de Betaram et les autres collectifs de victimes, un cavalier seul qui dérange. Premier paragraphe. Donc déjà, c'est Alain Esquer. Vous avez peut-être vu sa photo dans les médias ces derniers jours. C'est un homme qui s'est imposé comme un porte-parole des victimes. Je vais vous montrer sa photo. Il s'est imposé comme un porte-parole des victimes. Il a pris la tête d'un collectif d'anciens élèves pour récolter les plaintes et compagnie. Il signe ce fameux bouquin, Le silence de Betaram. Je vais vous montrer là encore la couverture. Il signe ça, tu vois, il le signe en plus gros que Clémence Badaud. Et on dit le récit choc du lanceur d'alerte et ancien élève. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec Alain Esquer ? Le monsieur se dit, bon, on va croquer un petit peu, et on va demander un retour sur investissement. Donc vous avez, si on résume déjà ne serait-ce que ce premier paragraphe, une victime, qui a pris la tête d'un groupe de victimes et qui est prêt à instrumentaliser la démarche pour avoir un poste. Mais c'est pas fini. Évidemment, c'est pas fini, et c'est là où le travail du Canard enchaîné est brillant. Je continue. Lors de ce rendez-vous informel avec le chef du gouvernement, Esquer était accompagné de Constance Bertrand, représentante des victimes de Saint-Dominique à Neuilly-sur-Seine, et d'Alexandre Pérez, un autre blessé de Betaram, par ailleurs proche du maire de Pau, ville dont il est le conseiller municipal adjoint aux travaux. Contrairement à ce qu'il a prétendu, Pérez n'était pas venu uniquement pour visiter Matignon, puisqu'il a co-signé le texte de présentation du projet avec Esquer. Les deux hommes ont proposé que leur office soit doté d'un budget annuel de 4 millions d'euros, d'un numéro d'urgence nationale, d'un siège à Paris et d'une antenne à Pau, en reconnaissance de l'origine du combat. Le directeur général devrait être nommé par le Premier ministre, et qui pour prendre la tête de cette nouvelle usine à gaz? Interrogé par le Palmipède, Bayrou reste flou, affirmant qu'il y a plusieurs candidatures possibles. Toujours est-il qu'Esquer vient de remettre sa démission à son employeur. Tiens, dans son livre Le silence de Betaram, il annonçait la couleur. Et là, le Canard enchaîné cite ce qu'Alain Esquer a écrit dans le livre. Un nouvel observatoire des violences sexuelles commises au sein des internats devrait voir le jour. J'espère en prendre la tête. Au volatile, il précise sa pensée, nous dit le Canard enchaîné. Les mécontents disent que je suis là pour trouver un boulot, et pourquoi pas. Donc voilà où on en est. Voilà où on en est aujourd'hui.
sur ce genre de démarche où vous avez des victimes qui s'imposent auprès des autres victimes, d'ailleurs contre leur consentement par moment, ce qui pose de très lourdes questions sur la question du consentement par rapport à ce genre de débat. Et le mec est prêt à instrumentaliser la cause pour son nombril, auprès de François Bayrou, qui s'est rendu coupable de complicité, d'avoir caché l'affaire et compagnie. Tout va bien, mais vraiment, tout va bien. Tout va bien. Je continue sur ce que dit le Canard enchaîné. Depuis quelques semaines, en tout cas, il suscite... j'en suis là. Jamais mis au parfum de cette rencontre à Matignon, et encore moins du projet lui-même, les principaux représentants de collectifs de victimes, de Riaumont au Bon Pasteur en passant par Notre-Dame de Garaison et Saint-Pierre-du-Relais-Quérion, ont pris leur distance avec Esquer. Dans un communiqué daté du 3 mai, ils déplorent le manque de transparence et l'instrumentalisation des milliers de victimes déclarées auprès de leur collectif, incompatibles avec leur devoir d'éthique et de non-alignement aux intérêts politiques et aux intérêts individuels. Esquer ne serait donc pas assez carré. Donc, heureusement qu'Alain Esquer se fait bouter de la cause par les autres victimes, qui reconnaissent en lui un cavalier seul, en fait, qui fait tout ça pour son bénéfice à lui, pour son propre bénéfice. Vous avez aujourd'hui des victimes de ces affaires-là, parce qu'il n'y a pas que Bétaram, qui sont montées au créneau pour dénoncer le gars, qui évidemment, on va être très clair, joue à la prostituée auprès du pouvoir. C'est-à-dire, j'instrumentalise la cause, mais en retour, je dois avoir quelque chose. Comme ça, je continue à fermer ma gueule et faire en sorte que ce soit pas trop gênant. C'est comme ça qu'on peut l'interpréter. En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète, de manière purement subjective, évidemment. Donc, de ce constat vient une autre question. De se dire, mais le mec qui a co-signé le bouquin, enfin qui a signé le bouquin Le silence de Bétaram, fameux bouquin dans lequel on trouve, comme par hasard, le témoignage de la fille de François Bayrou. Je ne vais pas vous refaire le chapitre, c'était toute l'idée de cette campagne de propagande qui était de faire passer François Bayrou du rang de potentiel coupable au rang de père de victime. Ce qui est fort pratique pour dire que finalement, c'est un gentil, que lui-même a appris 40 ans plus tard que sa fille avait été frappée à Bétaram. Hein, donc déjà, ce qui en dit long sur ses capacités de père à ne pas s'être rendu compte que sa fille s'était fait traîner par les cheveux, je cite. Mais bon, c'est un autre débat. Donc, on a eu cette campagne de damage control, comme je sais qu'Idriss Aberkan utilise souvent cette expression, et ce qui semble tout à fait juste. Comment on renverse l'opinion publique en présentant Bayrou comme un pauvre père de famille qui, malgré ses responsabilités, ne pouvait absolument pas être au courant. Eh bien, c'était tout l'intérêt du livre. Mais quand on se dit que ce livre a été signé par quelqu'un qui est prêt à vendre son cul, parce que je suis désolé, il n'y a pas d'autre expression, à vendre son cul pour prendre la tête d'une officine en bois qui servira à rien avec un budget taré, et que ce mec est prêt à instrumentaliser la cause aux dépens des autres victimes, on se dit, mais attends, est-ce que ce livre ne serait pas vraiment complètement bidonné pour sortir au bon moment, moins d'un mois avant le passage de Bayrou devant la commission? Et bien c'est là que le Canard enchaîné nous dit encore autre chose. Le Canard enchaîné, dans un article qu'il y a juste en dessous, ici, Hélène Perlan au nom du père. Je vais vous lire ça encore. Merci au Canard enchaîné. Je le redis, achetez le Canard enchaîné parce qu'on lit leur travail. Il faut en faire la pub. Je vous lis ce qui est dit dans cet article. Hélène Perlan, c'est la fille de François Bayrou qui a témoigné dans le livre Le silence de Bétaram. Dans le livre d'Alain Esquer, Le silence de Bétaram, sorti donc chez Michel Lafon, Hélène Perlan assure avoir subi une agression physique commise par l'abbé Lartiguet lors d'un camp d'été organisé par une assoce baptisée, ça ne s'invente pas, les Gays Montagnards. Mais cette dernière est une association de loi 1901, indépendante, et ni le collège de filles d'Igon dans les Pyrénées-Atlantiques, géré par la congrégation des filles de la Croix, où était alors scolarisée Hélène Perlan, ni l'abbé Lartiguet n'avaient de lien avec la congrégation des pères de Bétaram. La confusion était savamment entretenue. Esquer, donc Alain Esquer, l'écrit sans scier. J'en suis certain, derrière l'allégresse et la passion, Hélène a souffert à Bétaram. C'est une déclaration issue de Paris Match du 23 avril 2025. De son côté... excusez-moi. J'en suis certain, derrière l'allégresse et la passion, Hélène a souffert à Bétaram. Point. Paris Match du 23 avril 2025, de son côté, l'a fait poser devant les murs gris de l'institution avec, sous la photo, cette légende, Hélène Perlan relate les sévices qu'elle a subis. Même topo sur le plateau de Mediapart, le 23 avril 2025, quand elle affirme au sujet de son ancien collège, les religieuses d'Igon, elles vont dormir à Bétaram. Pourtant, la congrégation des filles de la Croix explique au Canard que les deux établissements
ne sont liés que depuis 2009, année durant laquelle Betaram a été rebaptisé le Beau Rameau. Dans les années 80, à l'époque des faits décrits par Hélène Perland, la filiation n'existait pas. Ce qui n'empêche pas Esquer d'évoquer à propos de ce collège un second établissement de la même congrégation. Ces raccourcis et approximations en ont fait bondir plus d'un. Léon Laclos, notamment ancien curé viré de Betaram en 2007 parce qu'il vivait une histoire d'amour clandestine avec une femme, ne cache pas sa perplexité. Hélène Perland ne dit pas que l'abbé Lartiguet était un père de Betaram, mais elle ne dit pas non plus qu'il n'en était pas un. Pourquoi une telle omission? Le diable est dans les détails. Donc aujourd'hui, quand tu mets ces éléments sur la table, l'instrumentalisation de la cause par Alain Esquer, donc ça on en a déjà parlé, plus la relative légèreté avec laquelle s'exprime la fille de François Bayrou, quand tu mets tout ça sur la table, plus le contexte de damage control pour sauver le cul de François Bayrou avant son passage devant la commission, et je le redis, le faire passer de potentiel coupable à père de victime qui ne le savait pas, tout ça sur la table, ça fait quand même beaucoup. Ça fait quand même beaucoup pour avaler la pilule. Parce que là, c'est plus une pilule, c'est une botte de foin qu'il va falloir avaler à force. Et ça passe. Et ça passe. Et Bayrou est toujours en poste. François Bayrou est toujours en poste. Et personne ne l'inquiète. Le canard enchaîné a fait le travail. Il vous explique toutes les zones d'ombre. Donc bravo à eux, bravo à eux. C'est dans la presse, c'est dans vos kiosques, les amis. C'est pour ça, et c'est le boulot que j'essaie de faire, d'être le porte-voix de ce boulot qui est fait par des journalistes de qualité. C'est pour ça que je déteste dire les journalistes tous pourris, les médias c'est de la merde, parce qu'il y en a qui font le taf. C'est juste que c'est pas relayé. Et quand tu mets le nez dedans, quand tu prends le temps de lire tout ça, on te le dit. On te le dit. Et c'est éminemment suspect ce qu'il en résulte. Et ce qui est intéressant, c'est que, pour tirer un peu le fil de cette affaire, parce que la commission, donc Bayrou, attendez, je vais vous donner la date parce que j'ai un doute depuis tout à l'heure. Tac. C'est le 14 mai, voilà, très exactement. François Bayrou sera entendu le 14 mai par la commission d'enquête sur cette affaire-là, voilà, c'est cet article du Monde. Et pour tirer le fil, pour dire à quel point tout ça ne va pas, et pour comprendre aussi peut-être le silence relatif des partis d'opposition. Alors, on le sait, l'extrême droite est plutôt tenue par sa proximité avec les sphères catholiques, qui font que, une fois de plus, dans une affaire de pédocriminalité, on tape sur l'Église. Alors, loin de moi l'idée de dire il faut pas le faire, mais juste, il n'y a pas que dans l'Église qu'il y a des affaires de pédocriminalité. Regardez à l'Élysée. Donc, c'est un peu le bouc émissaire fastoche pour dire on traite la pédocriminalité, mais c'est tout le temps sur l'Église. Hein. Par exemple, Morandini, Cohn-Bendit, bon bref, on va pas refaire le chapitre. Donc, loin de moi l'idée de défendre et de dire l'Église, on doit arrêter de taper dessus, mais il faudrait taper sur tout le monde pour que ce soit équitable. Donc, je pense que l'extrême droite est relativement silencieuse parce qu'elle est plutôt tenue par cette proximité avec les sphères catholiques, ce qui serait contre-productif pour leur électorat. Mais du côté de la gauche et l'extrême gauche, ce que j'ai trouvé curieux, c'est que il n'y a pas beaucoup de bruit. Il n'y a pas beaucoup de bruit, alors que, par exemple, la France Insoumise était peut-être plus bruyante. On se rappelle de Léaumont qui avait dénoncé la présence de Morandini à l'antenne. Et c'est très bien, évidemment, il faut le dénoncer. On a vu un petit silence relatif sur l'affaire Cottineau. Ça, c'est vrai, un ancien représentant de la France Insoumise à des élections municipales, ça la fout mal. On en a déjà parlé sur Juste Milieu. Mais là, tu te dis, attends, François Bayrou, on lui tombe sur le lard parce qu'il était aux responsabilités au moment des faits, donc au début des années 2000. Mais quand tu tires un peu le fil, tu comprends peut-être un peu plus ce silence relatif de la gauche et de l'extrême gauche. Et pour comprendre ça, il faut regarder la composition du gouvernement. La composition du gouvernement dans lequel François Bayrou était en poste. Je vais vous montrer, hein, j'ai la grille, parce que sinon... Enfin non, François Bayrou n'était pas en poste, pardon, mais des ministres qui étaient aux responsabilités sur ces sujets-là. L'éducation, la famille, la justice et compagnie. Et là, tu te dis, mais attends. François Bayrou, on lui en veut parce qu'il était en poste du côté de Pau, mais la gravité de ce genre d'affaires, on le rappelle avec un prêtre poursuivi, le père Caricard poursuivi pour viol sur mineur, dans un pays bien fait, ce genre d'affaires remonte aux oreilles du pouvoir, tu vois. Et alors là, mais le hasard, moi je pense le hasard, hein,
Je peux pas dire plus. Hein. Je peux pas dire plus. Je vais vous retrouver la grille. On retrouve qui? On retrouve qui dans ce gouvernement Jospin entre 2000 et 2002? Au ministère de l'Éducation, Jack Lang. Ah merde. Déjà, ça commence pas bien. Déjà, effectivement, pour dénoncer une affaire pédocriminelle, si tu fais remonter ça à Jack Lang, va falloir être patient. Effectivement, ton dossier ne sera pas en haut de la pile. Alors, on continue, parce que le ministère de l'Éducation nationale, il est tout de suite concerné par ce genre d'affaires. Hein. Mais tu peux regarder, par exemple, qui était, en l'occurrence, la ministre déléguée à la famille et l'enfance. Tu vois, on est dans les thématiques. Je ne vous parle pas des sports ou de l'industrie. Ben là, tu vas dans la liste des ministres délégués, tu te dis, bon, qui qu'on va trouver? Ministre délégué à la famille et l'enfance, Ségolène Royal. Ah merde. Alors, il va falloir être très très patient, parce que si ça doit passer entre les mains de Jack Lang et ensuite de Ségolène Royal, alors Jack Lang, c'est plutôt le temps qu'il s'en prenne à des pédocriminels, et Ségolène Royal, c'est le temps qu'elle comprenne. Donc ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué. On continue, parce que tu dis, bon, à la limite, il peut y avoir, par exemple, délégué à l'enseignement professionnel, tu vois. Parce que l'enseignement professionnel, c'est un peu éloigné, mais c'est rattaché au ministère de l'Éducation. Et c'était qui le ministre délégué? Jean-Luc Mélenchon. Oh, alors c'est pas de bol. Oh, dis donc. Ah bah dites donc, ça va beaucoup moins bien marcher. Ah bah, pourquoi la France Insoumise, ils sont pas montés au créneau? Merde. Alors ça, c'est pas de bol. Alors, évidemment, qu'on soit bien d'accord, je suis pas en train de vous dire que Mélenchon était en première ligne. Faut pas déconner non plus. Maintenant, il était rattaché au ministère de l'Éducation nationale, piloté à ce moment-là par Jack Lang. Donc c'est vrai que, de toute façon, si Mélenchon avait des scrupules sur les affaires de pédocriminalité, tu ne deviens pas ministre délégué de Jack Lang. Faut quand même rappeler d'où vient Mélenchon. Hein. Il vient du PS, sénateur PS au départ. Donc tout ce beau monde de salopards, il l'a fréquenté. Il en a fait partie, sans rien dire. Donc, c'est pas pour taper sur Mélenchon. Il y en a des tonnes qui n'ont rien dit non plus. Mais bon, faut quand même rappeler ce qui est. C'est le réel, tu vois. Et d'ailleurs, le cas Mélenchon a été plutôt bien décortiqué sur Europe 1. Je vous mets un extrait de chronique à ce sujet-là, qui explique peut-être le silence relatif d'une certaine partie de la gauche sur, en fait, ce pouvoir en place, en tout cas ce gouvernement Jospin en place, qui n'a rien fait non plus concernant l'affaire Betterham. C'est une forme de culpabilité secondaire, par ricochet, un des dommages collatéraux. Bayrou était en première ligne, mais en seconde ligne, il y avait quand même tout cet aéropage de politiciens qu'on n'entend pas trop aujourd'hui. T'as Elisabeth Guigou à la justice aussi, tu vois. Donc, ceci explique peut-être cela. Voilà ce qu'on nous dit sur Europe 1. Politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézé. Bonjour Jacques, bonjour à tous. Alexis, depuis quelques jours, François Bayrou est violemment pris à partie par les élus de la France Insoumise qui l'accusent d'avoir couvert par son silence des faits abominables commis à Notre-Dame de Betterham dans le Béarn. Est-ce que vous pensez, Alexis, que cette affaire peut durablement le déstabiliser? Je crois que François Bayrou a sans aucun doute tardé à réagir, peut-être parce que l'accusation lui paraissait tellement énorme qu'il ne l'a pas prise au sérieux. Mais enfin, aujourd'hui, alors que l'affaire d'ailleurs n'a pas enrayé sa progression dans les sondages, aujourd'hui il l'a fait et la tempête s'éloigne. La journée de samedi, qu'il a vu à Pau, entouré des victimes de ces violences physiques et sexuelles, annonçait un plan très complet contre ces horreurs et plus que symbolique. Si le porte-parole des victimes, celui qui depuis 2023 a personnellement recueilli les dizaines de témoignages et de violences physiques et de viols transmis au procureur de Pau, si celui-là a accepté avec ses frères de souffrance d'entourer symboliquement le Premier ministre, dont il dit depuis l'origine qu'il n'a aucune responsabilité dans ce drame, ça va devenir compliqué pour les députés LFI de continuer à prétendre le contraire. Car elle est là, la réalité que chacun commence à voir. Les insoumis, qui ont échoué à censurer François Bayrou sur le budget, ont choisi pour leur revanche le terrain de la calomnie. Tout cela est une gigantesque opération de déstabilisation politique orchestrée par le procureur Mélenchon et mise en musique par Mediapart et par le grand inquisiteur Edoui Plenel.
qui n'en est pas son coup d'essai, puisque je vous rappelle qu'au début des années 2000, c'est lui qui, à la une du Monde, dont il était directeur, avait faussement accusé Dominique Baudis d'actes de torture, de viol et de meurtre sur des enfants. Tout était faux, inventé. Dominique Baudis en est mort et M. Plenel continue ses chasses à l'homme. Mais pourquoi François Bayrou a-t-il déclaré à l'Assemblée qu'il ne savait rien de ce qui s'était passé à Bétharram, au risque d'alimenter la machine à soupçons? C'est évidemment une maladresse. Il aurait dû dire qu'il ne savait rien, à l'époque, des atrocités révélées depuis 2 ans. C'est d'ailleurs l'évidence. Enfin, qui peut croire un instant que s'il avait su, il aurait laissé 3 de ses enfants dans cet établissement? C'est délirant. En revanche, quand ministre de l'Éducation, il a été informé en 1996 d'un fait de violence. Le premier, une gifle infligée par un surveillant à un élève. Il a réagi aussitôt en déclenchant une inspection académique. Le rapport, publié vendredi par Le Figaro, est sans équivoque. L'inspecteur régional pointe une faute individuelle, mais il écrit en toutes lettres « Notre-Dame de Bétharram n'est pas un établissement où les élèves sont brutalisés ». Sur cette base, François Bayrou a donc fait ce qu'il pouvait et devait faire, et peut-être que si tout le monde en avait fait autant, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Que voulez-vous dire, Alexis? Je veux dire qu'en 98, lorsqu'éclate la première affaire de violence sexuelle, en 98, un viol dont était accusé un prêtre, père supérieur de l'institution. Un viol, c'est autre chose qu'une paire de claques. Eh bien, à cette époque-là, Claude Allègre était ministre de l'Éducation, Ségolène Royal, ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire, et ils n'ont pas décidé de mesures administratives ni de nouvelles inspections. L'année suivante, en 99, ce prêtre est mis en liberté provisoire. Élisabeth Guigou, la ministre de la Justice de l'époque, ne fait pas appel de cette décision. Ce prêtre en profitera, si j'ose dire, pour se suicider en février 2000, lorsqu'il sera accusé d'un second viol. 2 viols. Ça mériterait peut-être qu'on s'en occupe. Eh bien rien, il n'aura rien, ni inspection, ni mesure d'aucune sorte. Et vous savez qui est nommé ministre de l'Éducation en mars? Jack Lang, qui ne fait rien et à qui, bizarrement, on ne reproche rien. Et attendez la meilleure. Vous savez qui est son ministre délégué? Jean-Luc Mélenchon. Incroyable. Oui, notre Fouquier-Tinville, ministre délégué à l'enseignement professionnel. Et il y avait de l'enseignement professionnel à Bétharram, qui n'a rien fait non plus. C'est l'arroseur arrosé. À l'aune des principes de Jean-Luc Mélenchon, c'est Jean-Luc Mélenchon qui devrait se retrouver aujourd'hui en accusation. L'édit. Voilà. Je vous montre cette séquence, alors non pas pour le charisme de ce journaliste et son incapacité à pas lire sa putain de chronique, donc voilà, mais je vous montre cette séquence parce qu'elle nous permet d'être dans le juste milieu. On a évoqué un peu les postures du côté gauche, extrême gauche, on a la posture juste milieu, et je vous montre un traitement de l'affaire par Europe 1, donc c'est-à-dire les opposants à la France Insoumise, si on caricature. Mais bon, ils sont tellement caricaturaux qu'il n'y a pas besoin de... Voilà. Donc vous avez un journaliste d'Europe 1 qui profite de l'affaire pour la retourner, défendre Bayrou au passage et mettre une crotte de nez à Mélenchon. Donc c'est aussi ça le travail de juste milieu, c'est de vous montrer comment une même affaire, on peut la traiter factuellement, ce que j'essaie de faire en vous donnant les éléments point par point avec les dates, les machins, les vidéos, après vous pensez ce que vous voulez, et comment les médias commentent exactement la même affaire pour servir leurs intérêts, servir leurs idées, ce qui n'a plus rien à voir, ce qui est une forme d'instrumentalisation. Et donc l'instrumentalisation, c'était un peu le grand thème de cette séquence que je voulais vous proposer, les amis, sur l'affaire Bétharram, où j'espère on n'a pas fini d'en parler, parce que on est à vraiment un niveau de manipulation à ciel ouvert, un niveau complètement fou d'instrumentalisation, jusqu'à une instrumentalisation par l'une des victimes, Alain Esquer. Donc on en reparlera évidemment sur Juste Milieu, dans le Juste Bistrot. Il y a beaucoup de choses à dire et il y aura sans nul doute beaucoup de choses à dire.